dès que notre divorce a été prononcé, mon ex-belle-mère a organisé une fête de 50 personnes pour célébrer le fait de sortir les poubelles avec ma carte de crédit. Elle ne savait pas que je l'avais déjà annulée. Les portes du palais de justice se sont refermées derrière moi, et mes 5 années de mariage étaient officiellement terminées. Je ne ressentais rien d'autre qu'un soulagement. De l'autre côté du couloir de marbre se tenait mon ex-mari, Julien, ajustant la Rolex que je lui avais achetée pour notre 3e anniversaire, celle avec mes initiales gravées au dos du boîtier qu'il n'avait jamais demandé à faire enlever. À côté de lui se tenait sa mère, Béatrice, enveloppée dans une fausse fourrure, bien qu'il fasse 20 degrés Celsius, souriant comme si elle avait gagné une guerre à laquelle elle n'avait pas participé un seul jour. Ne sois pas si morose, Clara, ricana Béatrice, me toisant de la tête aux pieds comme elle l'avait fait à chaque dîner de famille pendant 5 ans, comme une expertise qu'elle n'arrivait pas tout à fait à conclure. Nous célébrons ce soir 50 de nos amis les plus proches. Nous appelons ça une fête pour sortir les poubelles, sourit Julien avec mépris. Le même sourire méprisant qu'il avait le jour où il m'avait dit que sa start-up avait juste besoin d'un autre tour de financement relais. Garde tes avocats sur le qui-vive, Clara. Tu vas entendre parler de pension alimentaire. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture, mes talons résonnant sur un marbre qui avait entendu 1000 choses pires qu'un homme comme Julien Vance prétendant avoir gagné quelque chose. Mon téléphone a vibré avant même que j'aie quitté le parking. Un débit en attente, 10 000 $. The Obsidian Room, le restaurant le plus cher de la ville, le genre d'endroit où la carte des vins à elle seule nécessite un sommelier et un petit prêt. Julien avait toujours une carte autorisée liée à mon compte. Ses avocats avaient passé 6 semaines à retarder sa restitution, invoquant des délais administratifs qui, je le comprenais maintenant, n'avaient jamais été administratifs du tout. Et maintenant, Béatrice l'utilisait pour organiser sa fête de la victoire à mes frais. Le soir même où l'encre séchait sur notre jugement, mon pouce a hésité sur le bouton à annuler la carte. Un seul appui et leur fête mourait avant même d'avoir commencé. Mais j'avais passé 5 ans à apprendre quelque chose sur la patience que Julien n'avait jamais réussi à apprendre sur quoi que ce soit. Le vrai pouvoir n'est pas une réaction rapide. J'ai vérifié les heures d'ouverture du restaurant. La terrasse ouvrait à 19 h. J'ai fermé l'application, glissé le téléphone dans mon sac et je les ai laissés faire leur fête. Je suis rentré chez moi, je me suis versé un verre de vin et j'ai attendu. Laissez-moi revenir en arrière. 5 ans pour être exact. Au printemps où j'ai épousé un homme que je croyais sincèrement m'aimer, avant de comprendre que certaines personnes tombent amoureuses de ce que vous avez construit, plutôt que de qui vous êtes pendant que vous le construisez. Mon nom est Clara Vance. J'avais 34 ans le jour où mon divorce a été finalisé, et j'avais passé la décennie précédente à gravir les échelons chez Vance Logistic Group, l'entreprise que mon grand-père a fondée en 1971 et que mon père présidait encore. Jusqu'à il y a 18 mois où je suis devenu vice-présidente senior des opérations stratégiques, un titre que j'avais gagné à la dure, dans une entreprise qui porte mon propre nom. Spécifiquement parce que j'ai refusé de laisser quiconque supposer que le nom était la seule raison pour laquelle j'avais le poste. J'avais passé toute ma carrière à prouver que j'avais ma place dans des pièces dont les gens supposaient qu'on m'avait remis une clé, et quelque part en chemin, j'avais épousé un homme qui n'avait jamais eu à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, parce qu'il avait appris. Bien avant de me rencontrer, que le charme lui achetait plus de temps que l'effort ne le ferait jamais. Julien Calloway est devenu Julien Vance l'année de notre mariage. Il l'a demandé lui-même, une demande lors de la semaine de la petite cérémonie que j'ai prise à l'époque pour du romantisme. Je veux appartenir à ta famille, m'a-t-il dit, et je l'ai cru, de la même manière que j'ai cru beaucoup de choses ce printemps-là, que sa société de conseil en marketing était sur le point de décoller. Que la froideur de sa mère à mon égard se réchaufferait une fois qu'elle verrait à quel point je rendais son fils heureux, que travailler 80 heures par semaine pour construire une vie ensemble était un sacrifice que nous faisions tous les deux plutôt qu'un que je faisais seul. Je me souviens du mariage lui-même avec une étrange double vision maintenant, la version que j'ai vécue à l'époque, tout en chandelle et la main de mon père stable sous mon coude, et la version que je ne peux voir qu'avec le recul. Où Béatrice a passé toute la réception à se présenter à mes collègues comme la mère de l'homme qui a séduit Clara Vance, une phrase que j'ai entendue de seconde main de 3 personnes différentes ce soir-là et dont j'ai ri en pensant que c'était de la nervosité. Je pense à ce mariage de temps en temps, la version aux chandelles et la version avec le recul. La façon dont vous tenez 2 photographies de la même pièce en même temps et ne remarquez que des années plus tard qui dans le cadre regardait réellement l'appareil photo et qui regardait au-delà, calculant déjà la pièce suivante.
pendant 5 ans, j'ai payé pour presque tout. La maison à Brentwood Heights, $11 000 par mois d'hypothèque. La Tesla et le Range Rover, tous deux loués à mon nom parce que le crédit de Julian, j'ai fini par l'apprendre, ne s'était jamais vraiment remis de ce qu'il avait fait avant de me rencontrer. La start-up de Julian, Catalyst Brands, une entreprise de marketing lifestyle qui promettait aux investisseurs une date de lancement pendant 3 années consécutives et ne livrait rien d'autre que des présentations et une très belle sous-location de bureaux, a absorbé $340 000 de ce que je me disais à chaque fois être un investissement dans notre avenir. Les cotisations de Béatrice au Brookhaven Country Club, $1 800 par mois, parce que Julian disait que c'était important pour son statut social et que je ne comprenais pas encore que le statut social de Béatrice n'avait jamais inclus de place pour moi. C'est moi qui travaillais 80 heures par semaine. Julian était celui qui commandait la bouteille la plus chère sur la carte et appelait ça de l'ambition. Catalyst Brands avait besoin d'un autre tour de financement relais, $60 000 cette fois, pour tenir jusqu'à la réunion des investisseurs du 3e trimestre. Je me suis dit que ce n'était rien. Les startups prennent du temps. J'avais vu la présentation. Elle avait l'air assez réelle. Ma colocataire d'université, Priya, qui avait été ma témoin à notre mariage et connaissait Julian presque aussi longtemps que moi, m'a demandé une fois cette année-là, doucement, pendant le déjeuner, si j'avais déjà vu un vrai client de Catalyst Brands. Une personne réelle qui avait payé de l'argent réel pour ce que la société de Julian était censée vendre. J'ai ri à ce moment-là, un peu trop vite, et je lui ai dit que les affaires prennent du temps pour trouver leur rythme. Elle n'a pas insisté. Je pense maintenant qu'elle pouvait déjà voir quelque chose que je n'étais pas prête à voir. Béatrice a commencé à parler de mon salaire devant les invités au dîner comme du petit travail d'entreprise de Clara, tout en décrivant les revenus inexistants de Julian comme s'ils étaient déjà à la banque. Je me suis dit que ce n'était rien. Les mères disent des choses étranges sur leur belle-fille. Cela ne valait pas la peine de se battre. J'ai trouvé un débit sur notre carte commune pour l'hôtel Saint-Dial en centre-ville. $420, un mardi après-midi. Alors que j'étais en réunion consécutive, ce dont j'avais parlé à Julian environ une semaine à l'avance. Quand j'ai demandé, il a dit que c'était un déjeuner client qui s'était prolongé dans une chambre qu'il avait réservée pour terminer une présentation à l'étage calme de l'hôtel. Mon estomac s'est noué en lisant le reçu, comme lorsqu'une histoire est techniquement possible mais ne vous semble toujours pas juste. Je me suis dit que ce n'était rien. Je n'avais aucune preuve de quoi que ce soit d'autre. J'ai laissé tomber. J'ai remarqué 3 autres débits au Saint-Dial sur 6 mois, toujours les jours où j'avais mentionné être indisponible, toujours expliqué par une version de la même histoire de déjeuner client. Ma main a tremblé la 3e fois que j'en ai trouvé un, pas de tristesse exactement, mais plutôt de ce vertige particulier de réaliser que vous avez fait un mauvais calcul pendant longtemps sans le remarquer. J'en ai reparlé. Julian m'a traité de paranoïaque, épuisé par le travail, cherchant des problèmes qui n'existaient pas. Béatrice, quand j'ai fait l'erreur d'en parler lors d'un dîner de famille, m'a dit qu'un mari sous une telle pression financière méritait de la compréhension, pas de la suspicion. Je me suis excusé. Je me suis réellement excusé auprès d'eux deux pour avoir posé une question que j'avais tout à fait le droit de poser. J'ai essayé une fois de plus, seule cette fois, en asseyant Julian à notre propre table de cuisine un dimanche matin avec les reçus imprimés devant moi, parce qu'une partie têtue de moi croyait encore que si je présentais simplement les preuves assez calmement, assez clairement, il me dirait enfin la vérité. Au lieu d'une histoire. Il a regardé les imprimés pendant un long moment, puis m'a regardé avec une expression que je ne peux décrire que comme une innocence blessée, la performance spécifique d'un homme qui s'en est tiré tellement de fois qu'il a commencé à croire sa propre défense. « Tu ne me fais pas confiance ?» a-t-il dit, comme si c'était ça la blessure, pas les $420 dans un hôtel un mardi après-midi. J'ai fini par le réconforter, arrangeant les choses comme j'avais arrangé une centaine de petites choses au cours de 5 ans, lui disant que j'étais juste stressé par le travail, que bien sûr je lui faisais confiance, que j'étais désolé d'avoir abordé le sujet comme une accusation. Je me souviens d'être allé au travail le lendemain matin et d'être incapable de m'expliquer, en termes clairs, comment cette conversation s'était terminée avec moi m'excusant 2 fois et lui ne s'excusant pas du tout. Nous avons essayé la thérapie de couple, mon idée, une dernière tentative pour réparer quelque chose que je sentais se désagréger sous mes mains comme du papier mouillé. Le docteur Naomi Fisk, une thérapeute conjugale et familiale agréée avec 19 ans de pratique, s'est assise en face de nous pendant 6 séances tandis que Julian jouait magnifiquement la contrition et ne changeait rien, et Béatrice,
invité à une seule séance commune sur l'insistance de Julian. A passé l'heure à expliquer au docteur Fisk que j'avais toujours été contrôlante avec l'argent, une phrase si désorientante dans son inversion de la réalité que je me souviens avoir fixé mes propres mains sur mes genoux, vérifiant qu'elles étaient toujours attachées au reste de moi. Le docteur Fisk, à son crédit, n'a pas mordu à l'hameçon. Dans ses notes de clôture, des notes qui allaient compter plus que je ne l'aurais imaginé à l'époque, elle a écrit qu'elle observait un schéma constant de dépendance financière de la part du mari, associé à de la déviation et de la minimisation lorsque l'épouse soulevait des préoccupations raisonnables. Après cette dernière séance, je suis resté assise seule dans ma voiture dans le parking du docteur Fisk pendant 40 minutes avant de pouvoir me décider à rentrer chez moi. Je n'ai pas pleuré, pas exactement. Je suis juste resté là, à faire le calcul de 5 ans, 80 heures par semaine, 340 000 $, un reçu d'hôtel sur lequel je n'avais toujours pas trouvé le courage de poser une question pour la 4e fois. Face à l'expression spécifique sur le visage de Béatrice quand elle m'avait qualifié de contrôlante pour avoir demandé où était passé mon propre argent. Quelque part dans ce garage, entre un feu de barrière de parking rouge et le suivant, j'ai cessé d'attendre que Julian devienne l'homme que j'avais épousé en croyant qu'il était déjà. Ce n'était pas dramatique. C'était plutôt comme poser quelque chose de lourd que je ne m'étais pas rendu compte que je portais encore à bout de bras. J'ai demandé le divorce 3 semaines plus tard. J'ai engagé Margaret Holloway, une avocate spécialisée en divorce avec 24 ans d'expérience dans les dissolutions de patrimoines importants, le genre d'avocate qui rend les autres avocats nerveux de l'autre côté de la table. Une amie de l'école de commerce l'avait engagée 3 ans plus tôt et l'avait décrite, avec précision, comme quelqu'un qui traite un dossier de divorce comme un chirurgien traite un dossier médical. Pas de sympathie gaspillée, pas de mouvement gaspillé, juste un décompte précis de ce qui pouvait encore être sauvé. Le bureau de Margaret avait une vue sur la rivière et un mur de récompenses qu'elle n'a jamais mentionné lors de notre première rencontre, ce qui m'en a dit plus sur elle que les récompenses elles-mêmes. Margaret a sorti le contrat de mariage que Julian avait signé sans se plaindre 5 ans plus tôt, à l'époque où il n'avait rien et où j'avais une entreprise familiale à laquelle il était impatient de s'attacher, et a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Mes parts d'avance logistique, mes économies prénuptiales et la maison, que j'avais achetée avant le mariage et jamais retitrée conjointement, étaient intouchables. Les avocats de Julian pouvaient réclamer une pension alimentaire, ils ne pouvaient pas s'attaquer à l'entreprise qui portait mon nom. Il va se battre pour une pension alimentaire de toute façon, m'a dit Margaret. Dans son bureau du centre-ville un jeudi dont je me souviens surtout pour la pluie contre la fenêtre. 5 ans, une disparité de revenus significative, les juges de cet État ont tendance à être généreux. Sauf si nous pouvons montrer au tribunal quelque chose qui change la situation. Elle l'a dit comme un chirurgien décrit une complication. Pas méchamment, juste précisément. La façon dont vous parlez à quelqu'un que vous vous attendez à être capable de gérer la vérité. Petite pause. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci en meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. C'est à ce moment-là que j'ai engagé Daniel Reyes, un comptable judiciaire et examinateur de fraude certifié qui avait passé 11 ans à démêler exactement ce genre de mariage pour exactement ce genre d'avocat. Il m'a rencontré dans une salle de conférence avec des relevés bancaires empilés plus haut que je ne l'aurais cru possible pour 5 ans de mariage, et il a été gentil d'une manière que je n'attendais pas de quelqu'un dont tout le travail consiste à trouver la pire version de la vérité. La plupart des gens pensent que la comptabilité judiciaire consiste à attraper un gros vol, m'a-t-il dit en affichant une feuille de calcul sur l'écran au bout de la table. Ce n'est généralement pas le cas. Ce sont 1000 petites incohérences qui ne ressemblent à un schéma qu'une fois que quelqu'un est prêt à s'asseoir avec tout en même temps. La plupart des conjoints ne se le permettent jamais, ils attrapent un fil et décident de ne pas le tirer. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous n'êtes pas la plupart des conjoints, Madame Vance. Il lui a fallu 3 semaines pour trouver ce que j'avais été trop épuisée, trop embarrassée, trop amoureuse de l'idée de mon propre mariage pour chercher moi-même. Catalyst Brands n'était pas une start-up en faillite. C'était, selon le rapport de Daniel, 18 pages, estampillé BAT, le genre de document que Margaret appelait pièce F sans une once d'ironie, une coquille qui avait acheminé environ 90 000 $ sur 4 ans vers une société à responsabilité limitée enregistrée à l'adresse du domicile de Béatrice. De l'argent qui n'a jamais touché un seul pitch d'investisseur ou lancement de produit, de l'argent qui avait plutôt payé, entre autres, 2 des cotisations de Béatrice au country club et un acompte. Sur un condominium à son nom à Palm Beach. Daniel m'a expliqué la piste ligne par ligne un jeudi soir, le bureau presque vide autour de nous,
sa voix calme et clinique d'une manière qui rendait cela plus facile à entendre que la sympathie ne l'aurait fait. Des virements bancaires datés de 2 jours après que chacune de mes primes trimestrielles ait été créditée sur notre compte joint, acheminés via le compte d'exploitation de Catalyst Brands, et ressortis dans les 72 heures. Assez petit à chaque fois pour éviter le genre de décalage automatique qu'un agent de conformité bancaire aurait pu remarquer, assez grand, additionné. Pour avoir constitué un acompte sur une seconde vie que Béatrice avait tranquillement construite pendant des années avec de l'argent que je n'avais jamais accepté de lui donner. Je suis resté assise dans le bureau de Daniel à lire les dates des virements bancaires en les comparant aux reçus de l'hôtel Saint-Dial que Margaret avait obtenu par assignation de notre compte joint, et pour la première fois en 5 ans, mes mains n'ont pas tremblé. Elles sont juste devenues très immobiles, comme l'océan devient immobile juste avant que quelque chose d'énorme ne bouge en dessous. Le divorce a mis 4 mois à être finalisé, principalement parce que l'avocat de Julien n'arrêtait pas de demander des prolongations que je comprenais maintenant comme des tactiques dilatoires destinées à garder cette carte autorisée active sur mon compte aussi longtemps que légalement possible. Margaret m'a prévenu, plus d'une fois, que Julien y avait toujours accès, et que je devrais envisager de l'annuler immédiatement. Je lui ai dit que j'avais un pressentiment sur le timing. Elle ne m'a pas demandé de m'expliquer. 24 ans dans ce métier vous apprennent quand un client a un plan qui vaut la peine de ne pas être interrompu. Le matin de l'audience de finalisation, je me suis assise dans une salle d'audience pendant 11 minutes pendant qu'un juge lisait les termes dans le compte rendu. Pas de pension alimentaire, étant donné les preuves de comptabilité judiciaire que Margaret avait déposées 2 semaines plus tôt spécifiquement pour anticiper la demande de pension de Julien. Un fait que son avocat n'avait pas encore pleinement assimilé lorsque Julien m'a souri avec mépris dans le couloir et m'a dit de garder mes avocats sur le qui-vive. Il ne savait pas encore. C'était la partie que j'ai le plus savourée, en marchant vers ma voiture, qu'il pensait encore avoir un levier qu'il avait déjà perdu 3 semaines plus tôt dans un dossier qu'il n'avait apparemment pas pris la peine de lire attentivement. Je vais être honnête à propos de l'attente. C'était plus difficile que prévu. À 18h30, j'avais changé de vêtements de travail 2 fois sans raison, replié une couverture sur le canapé qui n'avait pas besoin d'être repliée, vérifié l'application bancaire 4 fois distincte juste pour confirmer que le débit était toujours en attente et pas encore final. Mon pouce planant sur annuler à chaque fois avant de me forcer à poser le téléphone face contre la table et à m'en éloigner. Une partie de mon corps s'attendait encore, après 5 ans, à ce que la chose responsable à faire soit de régler le problème à la seconde où je le remarquais. J'ai dû réapprendre, en temps réel, assise seule dans ma propre cuisine, que laisser une conséquence arriver à son propre rythme n'était pas la même chose que de ne pas agir. À 9h ce soir-là, 50 invités buvaient mon champagne et mangeaient des tours de mon bœuf wagyu sur la terrasse chauffée de l'Obsidian Room. Mon téléphone vibrait toutes les quelques minutes avec des mises à jour de Priya, une ancienne demoiselle d'honneur qui était discrètement restée de mon côté pendant tout le divorce, et qui, il s'est avéré, m'aimait toujours mieux que la famille dans laquelle elle s'était mariée par procuration. Julien a porté un toast. Béatrice a dit à la table que j'avais essayé de cacher de l'argent à l'étranger, une affirmation si déconnectée du rapport d'expertise judiciaire de 18 pages se trouvant dans les dossiers de Margaret que j'ai ri toute seule dans ma cuisine en lisant les textos. Ils ont fait grimper l'addition du bar au-delà de 15 000 $. Je les ai laissés faire. J'avais besoin que le pont soit entièrement brûlé avant d'allumer l'allumette. À 22h45, juste au moment où les serveurs commençaient à débarrasser les assiettes à dessert, j'ai appelé la banque. Service des fraudes de First Meridian, ici Sandra Okafor. Comment puis-je vous aider? Je dois signaler une carte volée, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. Bloquez tous les débits de l'Obsidian Room ce soir. N'approuvez pas un seul centime supplémentaire. Je comprends, Madame Vance. Pouvez-vous me confirmer les 4 derniers chiffres? Je l'ai fait. C'est fait. La carte indiquera volé, ne pas honorer lors de toute tentative ultérieure. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai souri dans mon verre de vin, le premier vrai sourire que je m'étais autorisé depuis des mois qui ne ressemblait pas à une armure. De l'autre côté de la ville, un serveur a glissé l'addition sur la table de Julien. Il a jeté ma carte sur le plateau sans même y jeter un coup d'œil. Gardez la monnaie, s'est-il vanté à la table, assez fort pour que 3 invités différents me le racontent plus tard indépendamment, comme s'il voulait des témoins de sa propre générosité avec de l'argent dont il n'avait pas gagné un centime. 3 minutes plus tard, le directeur est revenu, son expression soigneusement neutre de la manière que j'imagine que l'on apprend après une décennie dans l'hôtellerie. Il s'est penché assez près pour que seule la table puisse l'entendre.
Monsieur Vance, cette carte a été refusée. Codes au fort, volé. Julien en a ri, le même rire facile qu'il avait utilisé sur moi une centaine de fois en 5 ans pour balayer toutes les questions légitimes que j'avais jamais posées. Repassez-la. Nous l'avons fait, monsieur. 2 fois. Le titulaire de la carte l'a signalé volé ce soir. Vos privilèges sur ce compte ont été révoqués. Une pause. La voix du directeur baissant encore plus. Le total de ce soir est de 15 842 $. Le quatuor accorde à continuer à jouer pendant encore 8 mesures complètes avant que quelqu'un ne leur fasse enfin signe de s'arrêter. 50 invités se sont tus par étapes, comme une vague perd de son énergie en remontant une plage. Le visage de Julien est devenu du gris d'un homme qui fait un calcul dont il ne veut pas la réponse. Je dois passer un appel, a-t-il balbutié. Se levant, cherchant déjà le téléphone dans sa veste, le directeur a levé un doigt, calme et final. J'aurais besoin que quelqu'un règle cette note avant que quiconque ne quitte la terrasse, monsieur. Nous avons déjà dû signaler la table pour nos dossiers. Je préférerais ne pas impliquer la police pour une facture impayée de cette taille. Mais je le ferai si je dois le faire. Mon téléphone a sonné 20 minutes plus tard. J'étais déjà à la maison, en train de prendre un bain, la lueur des bougies se reflétant sur une eau que j'avais attendue 5 ans pour pouvoir apprécier en paix. Clara, s'il te plaît. La voix de Julien s'est brisée d'une manière que je n'avais jamais entendue en 5 ans de mariage, même pas le jour de la mort de son père. Appelle la banque. Règle ça. Je te rembourserai demain, je le jure devant Dieu. Me rembourser avec quoi, Julien? Le téléphone a été passé. La voix de Béatrice a crié dans le haut-parleur, si fort que j'ai dû l'éloigner de mon oreille. Espèce de petite sorcière vengeresse. Dégèle cette carte tout de suite. Le chef de cabinet du conseiller Hargrove est à cette table. Tu nous humilies devant des gens qui comptent. J'ai ri, un rire doux et réel, le son de 5 ans de poison quittant enfin mon corps d'un seul coup. Votre réputation a été bâtie sur mon compte en banque, Béatrice, et la banque est fermée. Nous sommes ta famille. Vous étiez mes parasites, ai-je dit, et j'ai senti chaque mot se mettre en place comme une clé tournant enfin dans une serrure qui avait été coincée pendant une demi-décennie. Et ce soir, vous avez organisé une fête pour célébrer le fait de vous être débarrassé de moi. Je vous donne juste exactement ce que vous avez demandé. Julien a repris le téléphone, sanglotant maintenant, le son d'un homme qui n'avait jamais eu à nettoyer ses propres dégâts de sa vie. Il parle de porter plainte pour la facture impayée. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je me tenais à ma fenêtre, surplombant la ville, imaginant cette terrasse, 50 des personnes les plus soucieuses de leur image de la ville regardant un homme qui avait passé 5 ans à qualifier ma carrière de mignonne découvrir, en temps réel. Exactement quelle part de sa vie il n'avait jamais réellement payé lui-même. Eh bien, Julien, ai-je dit, ma voix devenant froide et lente, comme elle ne l'avait jamais été une seule fois en 5 ans de mariage parce que j'avais passé tout ce mariage à essayer si fort d'être facile à aimer. Puisque toi et ta mère avez organisé toute une fête pour célébrer le fait de sortir les poubelles, j'ai laissé le silence s'installer pendant 3 longues secondes. J'espère que vous avez apporté une serpillière parce que vous avez beaucoup de vaisselle à faire ce soir. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Priya a continué à envoyer des SMS pendant encore 20 minutes, et j'ai lu chaque mise à jour debout au comptoir de ma cuisine comme une femme regardant le temps changer à une distance sûre. Le chef de cabinet du conseiller avait été le premier à partir, murmurant quelque chose à propos d'une matinée chargée et ne pas attendre son manteau au vestiaire. 2 des amis du club de bridge de Béatrice ont suivi en quelques minutes, le genre de sortie qui n'est pas tant dramatique que finale, l'équivalent social d'une marée qui se retire simplement et ne revient pas. Au moment où Julien a finalement réussi à rassembler assez d'argent sur une carte personnelle pour régler l'addition, la terrasse était passée de 50 invités à 11, la plupart étant des gens trop polis ou trop ivres pour avoir remarqué que la salle se vidait autour d'eux. C'était comme regarder la glace se fissurer, m'a texté Priya, une description que je n'ai jamais tout à fait réussi à oublier. Lentement, puis tout d'un coup, puis juste de l'eau. Le directeur de l'Obsidian Room a appelé la police ce soir-là, pas pour vol exactement. Julien a finalement réglé la facture le lendemain matin avec une carte de crédit personnel utilisée au maximum spécifiquement à cette fin, mais le restaurant a déposé un rapport d'incident interne sous la mention paiement contesté, tentative de grivellerie, résolue. Un langage qui a trouvé son chemin, 11 jours plus tard, dans une colonne de potins de la ville sous un titre qui ne nommait personne mais n'en avait pas besoin.
Quiconque au Brookhaven Country Club ce mois-là savait exactement de qui il s'agissait. L'adhésion de Béatrice a été soumise à son examen annuel le printemps suivant. Le conseil d'administration du club, m'a-t-on dit, ne commente pas les cas individuels, mais je sais aussi pertinemment que Béatrice Calloway n'a pas mis les pieds sur cette terrasse depuis l'incident que les pages mondaines locales ont délicatement qualifié de « soirée malheureuse à l'Obsidian ». Room. Une femme qui avait passé des décennies à traiter son statut à Brookhaven comme une preuve de qui elle était à découvert, en l'espace d'une soirée, à quelle vitesse ce genre de preuve peut être révoqué par des gens qui n'ont jamais été réellement ses amis pour commencer. Le chef de cabinet du conseiller Hargrove, l'invité même que Béatrice avait crié vouloir impressionner, a envoyé un bref courriel professionnel la semaine suivante. Déclinant une réunion précédemment programmée avec Julien concernant une opportunité de contrat municipal que Catalyst Brands poursuivait depuis des mois. La réunion, il s'est avéré, autour de laquelle toute la fête avait en fait été organisée. En premier lieu, la vraie raison des 50 invités et d'une réservation à $10 000. Le tour d'honneur de Béatrice avait coûté à Julien la seule opportunité commerciale légitime qu'il avait eue en 3 ans, un fait que j'ai appris de seconde main et dont je ne me suis pas senti le moins du monde coupable. Le rapport d'expertise judiciaire de Daniel Reyes est devenu partie intégrante du dossier public lors de la brève et laide escarmouche que l'avocat de Julien a tenté au sujet du refus de la pension alimentaire. Un combat que son propre avocat a abandonné en 2 semaines une fois qu'il a réellement lu les 18 pages documentant le condominium de Palm Beach, les cotisations du country club et 4 en 2. Dépenses de start-up soigneusement blanchies. Julien n'a jamais fait face à des accusations criminelles. Margaret m'a conseillé qu'un procès pour fraude prendrait des années et me ramènerait dans une salle d'audience avec lui plus longtemps que je n'avais envie d'y rester. J'ai laissé tomber. Certaines dettes ne valent pas la peine d'être poursuivies une fois que le monde sait déjà exactement qui ne les a pas payées. Catalyst Brands s'est discrètement dissoute cet automne-là, sa sous-location de bureau non renouvelée, son unique employé restant, un jeune designer qui avait été payé en retard plus d'une fois cette dernière année, parti en moins d'1 mois pour une entreprise de l'autre côté de la ville. Julien a emménagé dans un appartement d'une chambre dans un immeuble dont il se moquait, à l'époque où nous venions de nous marier et où l'argent était quelque chose qu'il supposait qu'il apparaîtrait toujours simplement. J'ai entendu, de seconde main et sans beaucoup de sentiments à y attacher, qu'il travaille maintenant dans la vente, pour l'entreprise de logistique d'un ami, ironiquement, une version plus petite et beaucoup moins indulgente de l'industrie que j'avais passé toute ma carrière à construire. 6 mois plus tard, je me suis assise sur mon propre balcon, dans la maison de Brentwood Heights, celle avec mon seul nom sur l'acte de propriété, celle que j'ai gardée, et que Julien n'a pas contestée une fois que les dossiers de Margaret ont clairement montré comment ce combat se déroulerait. Avec un verre de vin et une vue sur la ville qui semblait enfin entièrement mienne. Priya passe encore la plupart des vendredis, et nous sommes devenus le genre d'amis qui s'envoient des articles sur les divorces spectaculaires d'autres personnes. De la même manière que vous collectionnez de petits rappels que vous n'êtes pas la seule femme à avoir dû apprendre cette leçon à la dure. Elle m'a dit une fois, en plaisantant à moitié, que la nuit de l'Obsidian Room était devenue une petite légende parmi les femmes de notre ancien cercle social, pas la version avec mon nom attaché, la version prudente et plus gentille qui circulait lors des dîners. Mais une version dont tout le monde connaissait en quelque sorte la forme de toute façon. J'ai arrêté de me soucier que les gens parlent. Pendant 5 ans, j'étais terrifié qu'on parle de moi. Il s'avère que le fait qu'on parle de vous pour vous être enfin protégé ne ressemble en rien à la honte à laquelle je me préparais. Vance Logistique m'a promu au poste de vice-présidente exécutive ce printemps-là, le genre de promotion qui est venu avec sa propre justification tranquille, étant donné que la moitié de l'entreprise avait passé 5 ans à supposer que Julien Vance était l'ambitieux dans notre mariage. Et que j'étais simplement la femme assez chanceuse pour être née avec le bon nom de famille. Mon père m'a emmené déjeuner la semaine où cela a été annoncé et m'a dit, à sa manière discrète, que mon grand-père aurait aimé me voir comprendre exactement quand tenir une ligne et exactement quand en laisser une s'effondrer d'elle-même. J'y pense plus que je ne m'y attendais. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.